Waffen, soit arme miracle dans la très mélodieuse langue de Goethe, désigne plusieurs programmes d'armes expérimentales menés par l'Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, par un Reich désireux de sauver la face auprès de sa population, en mettant en lumière les prouesses technologiques parfois réelles, parfois complètement fantasques de ses scientifiques. Les Alliés ont-ils réduit votre ville en cendres? Pas de soucis, les hélicos nazis fraîchement sortis des usines vont pouvoir vous venger. Comment? L'ennemi est aux portes de Berlin? Mensonge, nos roquettes suborbitales et nos sous-marins porte-avions ont totalement renversé le cours de la guerre. L'Allemagne est un champ de ruines et le Führer s'est suicidé comme une grosse merde dans son bunker. Ne vous inquiétez pas, un immense miroir en orbite va renvoyer les rayons du soleil sur l'Amérique et brûler 5 cm² du gazon de ces horribles capitalistes judéo-bolcheviques. Oui, bon, là j'abuse un peu. Même si le Sonnengewehr, ce projet d'arme miroir en orbite, a vraiment existé, la propagande de Joseph Goebbels n'en a jamais vraiment fait un argument. En même temps, c'était un peu difficile à croire, ce projet, quoi. Mais pour le reste, faut dire que les scientifiques allemands, à défaut d'avoir le matériel et les moyens de produire leurs armes, n'étaient pas en manque d'imagination. Mais supposé changer le cours de la guerre, ces armes miracles, parfois très en avance sur leur temps, ne pourront jamais être produites en assez grand nombre pour avoir des effets significatifs sur le terrain. Bonjour à tous chers abonnés et spectateurs, dans cette vidéo, je vais vous expliquer la teneur et les raisons de l'échec de ces programmes, mais aussi tenter d'imaginer une Seconde Guerre mondiale où les Wunderwaffen sont produites beaucoup plus tôt et en plus grande quantité. Comment cela aurait pu changer le cours de la guerre? On va voir ça tout de suite après le générique. « 1944. Une escadrille de bombardiers américains survole l'Europe en direction de Hambourg. Quand d'un coup, un avion ultra rapide passe brièvement dans le champ de vision des pilotes. Pour les mitrailleurs des bombardiers, impossible de suivre cette cible avec précision tant elle est véloce. Pour la première fois, les Alliés viennent de faire connaissance avec le Messerschmitt 163 Comet, entré en service dans la Luftwaffe à la fin de l'été 1944, pouvant atteindre des vitesses allant jusqu'à Mach 1, 1000 km/h. Cet avion produit à 330 exemplaires à la fin de la guerre ne pourra pas en infléchir le déroulé. Et ce pour une bonne raison, ce modèle était presque aussi dangereux pour les Allemands que pour les Alliés, en raison d'une faible autonomie et d'une conception expérimentale qui en faisait souvent des cercueils volants. Et ce manque de fiabilité était récurrent parmi les Wunderwaffen. Le missile V2 par exemple était un excellent coup de com' mais était très peu précis. Le V1 était même carrément surnommé perdant numéro 1 par les officiers allemands. Le V4 pareil, arrivait trop tard, trop complexe, trop peu fiable, trop peu précis. En fait, seuls quelques-uns de ces programmes trouveront une utilité réelle. Je pense au premier fusil d'assaut de l'histoire, le Sturmgewehr 1944, très en avance sur son temps et largement produit, les hélicoptères Flettner qui serviront pour des missions de reconnaissance, le FUG 240, soit un radar aérien embarqué, ou encore le premier appareil de visée à vision nocturne, le Silgerat 1229, dont le nom ressemble à une incantation mésopotamienne, et qui sera utilisé par des snipers ainsi que des tanks sur le front de l'Est. Mais ces nombreux échecs, et ces quelques réussites opérationnelles, cachent un fouillis immense de prototypes, de projets abandonnés, ou à l'état de dessin. Des armes qui ont été reprises dans le jeu vidéo Wolfenstein d'ailleurs, et pas étonnant, car certains des concepts de Wunderwaffen relèvent clairement de la science-fiction. Je pourrais parler du Horten HO 229, une aile volante capable en théorie de porter 1 tonne de bombes, ou encore du bombardier stratosphérique Arado ARE 555 America Bomber, qui aurait pu aller bombarder les US puis se poser au Japon juste après. Et enfin, toute une chier de concepts perchés du genre canon à son, canon à tornade, voire le miroir solaire dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ah oui, il y avait aussi le programme nucléaire nazi qui n'a jamais abouti pour tout un tas de raisons que j'évoque dans cette vidéo-là, qu'il faut que vous alliez voir. Après la guerre donc, tous les prototypes et les recherches tomberont entre les mains des Alliés, qui se serviront des avancées allemandes pour faire des bonds spectaculaires dans de nombreux domaines, notamment l'aérospatiale ou encore les sous-marins. Donc on l'a vu, ces Wunderwaffen ont été construites en trop petite quantité, coûtaient trop cher, et étaient en général trop peu fiables pour changer quoi que ce soit. Mais que se serait-il passé si les programmes de recherche avaient été mieux gérés, et si ces armes miracles avaient été produites plus tôt et dans des quantités bien plus grandes? Cela aurait-il suffi pour donner au Reich une chance de victoire? On va voir ça dans le scénario qui suit. 15 mai 1940, 2 h du matin. Dans un bunker de la ligne Maginot, l'adjudant Pinault prend son tour de garde en maugréant. Après avoir salué ses camarades postés dehors, dans un poste d'observation, il s'allume une cigarette. Rien d'autre à faire de toute façon, car cela fait des mois que l'état-major français attend l'assaut allemand sans rien faire. Le long de la frontière, des millions de soldats alliés font le pied de grue. Alors qu'à seulement plusieurs centaines de kilomètres, la Pologne a été occupée en quelques semaines. Une campagne éclair qui ne présage rien de bon. D'autant plus qu'avant de capituler, l'état-major polonais a prévenu les Alliés en transmettant d'effroyables récits d'avions-fusées, rapides comme l'éclair, d'artillerie ayant 50 km de portée ou de tanks indestructibles. L'adjudant Pinault, lui, n'accorde que peu de foi à ces racontars, sûrement propagés par des soldats paniqués et en déroute. Néanmoins, il sent que quelque chose cloche.
Par exemple, l'état-major ne communique plus sur les pertes en mer. On raconte parmi la troupe que les Allemands disposent de sous-marins capables de plonger à des profondeurs jamais vues auparavant, et à y rester durant des semaines en embuscade. De plus, Paris et Londres auraient été frappés par des fusées. Était-ce bien comme cela qu'on appelait ça? Toutes ces suppositions rendaient l'adjudant Pinault nerveux, quand soudain, un petit bruit interrompit ses pensées, comme un bourdonnement d'abeilles métalliques. Pinault jeta un œil à ses camarades du poste d'observation, occupés à rigoler sans se soucier des alentours. Quand il le vit, tout près d'eux, un tank minuscule, avançant tout seul, une petite boîte avec des chenilles, posée juste à côté du poste d'observation. Pinault eut à peine le temps de hurler pour prévenir ses camarades que les 60 kg d'explosifs contenus dans ce Goliath SDKFZ-302 explosent, pulvérisant tout dans un rayon de plusieurs mètres. Sonné, l'adjudant Pinault se rend compte que la ligne Maginot est attaquée. Alors qu'il retrouve enfin une contenance au milieu de la panique qui gagne le bunker, celui-ci est touché au bras par un tir de précision et s'effondre. Impossible, les lumières sont éteintes. Comment l'ennemi a-t-il pu viser aussi bien en pleine nuit? Alors que l'adjudant Pinault se traîne par terre pour échapper à l'assaut qui arrive, des milliers d'Allemands lancent l'assaut. Parmi eux, plusieurs centaines sont équipés d'appareils à vision nocturne. 10 km derrière, d'immenses portiers Karl Gerhardt s'apprêtent à pilonner les bunkers de la ligne Maginot de multiples salves d'obus perforants. Contrairement à notre réalité, l'Allemagne de ce scénario a pris une avance technologique considérable, et de nombreuses Wunderwaffen ont pu être construites avant même le début de la Seconde Guerre mondiale. Mais comment? Ici, les différents programmes d'armes de pointe ont été beaucoup mieux gérés. Au lieu de se disperser dans des dizaines d'instituts et d'ateliers différents et indépendants, comme dans la réalité, tous les programmes ont été centralisés et financés abondamment par un Reich désireux de devenir la nation la plus avancée au monde. Dans ce monde alternatif, Hitler est si impressionné par des armes miracles qu'il va tout faire pour développer leur utilisation au sein de l'armée. La Zentralkommission für Innovationen a été organisée efficacement et est dirigée par une commission de scientifiques et de militaires qui ont tout pouvoir pour prendre les décisions. Ainsi, à partir de 1936, la centralisation de tous les programmes scientifiques allemands permet de booster la recherche, grâce à un partage de connaissances inédit entre les différents instituts. Bien entendu, de nombreux crédits destinés à l'armée doivent être détournés vers une recherche de plus en plus coûteuse. Le résultat suit. Car en 1939, l'Allemagne entre dans la guerre avec plusieurs années d'avance technologique. Le mortier Karl Gerhardt, qui dans la réalité n'entre en service qu'en 1941, est ici pleinement opérationnel en 1939, et de plus produit à une dizaine d'exemplaires, contre 6 dans la réalité. Des systèmes de vision nocturne à infrarouge équipent également tanks et soldats dès la campagne de France, au lieu de 1943 dans la réalité. Plus effrayant encore, les premiers missiles V1 et V2 sont tombés sur les villes alliées, tandis que dans le ciel apparaissent les premiers Messerschmitt ME-262 à réaction, alors qu'il n'y apparaîtront qu'en 1942 dans notre réalité. La production de ces engins commence plus tôt, bien aidée par le pillage de ressources des pays conquis au début de la guerre. Ainsi, la Wehrmacht passe à l'attaque. La ligne Maginot est percée à plusieurs endroits grâce au tir de l'artillerie super lourde, tandis que sur mer, des U-boats futuristiques harcèlent de manière incessante les convois britanniques. Le HMS King George V est même touché plusieurs fois par des salves de FX-1400, soit des bombes planantes guidées à distance, tandis que des missiles V1 et V2 sèment la terreur sur les arrières du front. Les Alliés sont sous le choc. L'Allemagne nazie possède une avance technologique impressionnante. Les avions franco-britanniques ne peuvent pas toucher leurs adversaires trop rapides, tandis que les tanks allemands résistent à toutes les armes anti-chars. Pour le Reich, avec un tel avantage, l'affaire paraît pliée. Mais cette stratégie a un revers, car toutes les ressources humaines, financières et matérielles mises au service de ces armes n'ont du coup pas été utilisées pour moderniser le reste de l'armée. En effet, les crédits alloués à ces technologies de pointe ont été pris sur les autres budgets militaires ou civils. Ainsi, ce changement de stratégie fait de l'armée allemande de cette réalité une armée beaucoup plus avancée technologiquement, mais paradoxalement moins avancée en termes de motorisation, d'équipement ou de tanks bon marché. Par exemple, le budget, le matériel et le temps nécessaire pour la construction d'un seul char super lourd est équivalent à celui d'une dizaine de chars standards. Conséquence logique, l'Allemagne dispose ici d'équipements de pointe en quantité moyenne, mais manque d'équipements basiques en grande quantité. Or, durant une guerre, il vaut mieux disposer d'une quantité d'armement simple, fiable et bon marché, plutôt que d'une poignée d'équipements ultra-modernes. Ainsi, l'avancée allemande en France est beaucoup moins rapide, par manque d'avions, de véhicules de transport ou de tanks nombreux et faciles à produire, comme le Panzer III et IV. De plus, l'utilisation de ces armes très nouvelles ne peut pas s'appuyer sur des tactiques ou des doctrines préexistantes. Tout est à réinventer. Et en attendant, une certaine désorganisation règne autour de l'emploi de ces engins. Même si au niveau local certaines Wunderwaffen sèment la mort et la panique, elles ne sont pas encore assez nombreuses pour créer une énorme différence, et il manque le matériel et les doctrines adéquates derrière pour exploiter la brèche. Malgré des pertes effroyables chez des alliés complètement surclassés au niveau matériel, aucune percée ne peut donc être réalisée. En misant sur les Wunderwaffen pour remporter la victoire, Hitler aura dans ce scénario négligé le reste,
en détournant des ressources vers ses programmes au détriment de choses plus importantes comme la logistique ou la motorisation. Après un moment de surprise initiale donc, les Alliés se ressaisissent et le front s'enterre par endroits. Fin 1940, la débâcle n'a pas eu lieu. Et les Alliés combattent aux portes d'Amiens. La supériorité aérienne allemande est écrasante. Aucun appareil, ni français, ni anglais, ne fait le poids dans les airs. Les attaques de nuit font des ravages, tandis que le blindage des superchars allemands nécessite souvent des dizaines et des dizaines d'obus pour être mis hors d'état de nuire. Mais incapables de consolider leur position par manque de moyens motorisés classiques, les Allemands doivent souvent abandonner des villes récemment conquises pour éviter l'encerclement. Car en face, on s'adapte. Et de nombreuses Wunderwaffen sont récupérées, disséquées, puis reproduites quasiment à l'identique dans des versions françaises ou anglaises. Certaines, comme le petit véhicule explosif guidé Goliath, sont même jugées indignes d'être utilisées, car possédant un ratio coût-bénéfice complètement négatif. Mais la machine de guerre allemande monte en puissance, et se met à combler les trous tout en vomissant de nouvelles Wunderwaffen à un rythme toujours plus soutenu. De nouvelles et étranges machines font leur apparition, comme le Focke-Wulf Triebflügel, plusieurs modèles d'avions suicides sans pilote, voire même des bombardiers suborbitaux Silbervogel. Dans cette réalité, toutes les ressources du Reich sont englouties par la production et l'entretien des Wunderwaffen. Celles-ci font beaucoup de dégâts, mais sont très difficiles à réparer et surtout consomment des ressources dont le reste des forces armées du Reich est en grand besoin. Début 1941, le pétrole se met à manquer, et la possibilité d'ouverture d'un nouveau front à l'Est n'est même pas considérée par le haut commandement allemand. Alors petite parenthèse pour vous décrire un embranchement qui aurait pu se passer dans cette réalité. Est-ce qu'Hitler aurait quand même lancé en 1941 l'opération Barbarossa? Je pense que s'il l'avait fait, la défaite aurait été assurée, à plus ou moins long terme, car les ressources de l'Union soviétique permettaient à l'Allemagne également de se maintenir à flot. Mais je pense également que devant la perspective d'avoir une Allemagne anticommuniste et anti-slave de plus en plus puissante technologiquement, il me paraît logique que Staline à un moment ou à un autre diminue, voire fasse cesser les livraisons de matériel ainsi que de ressources au Reich. Car plus le temps passe, plus l'URSS se renforce. Ainsi, dans ce scénario, vers l'année 1941-1942, Staline commence à couper les exportations vers l'Allemagne nazie, afin de ne pas renforcer encore plus un potentiel ennemi futur. Fin 1941, la tendance est renversée par les Alliés. Les États-Unis sont entrés en guerre après l'attaque de Pearl Harbor, qui a vu des bombardiers à réaction de conception allemande être utilisés par les Japonais. La semaine suivant la déclaration de guerre, un Horton H-18 va lâcher une bombe de 1000 kg sur la ville de New York, avant de traverser le Pacifique pour atterrir à Tokyo. Même si le choc est grand pour la population américaine, frappée 2 fois en plein cœur en peu de temps, ce coup d'éclat masque une Allemagne à bout de souffle, après seulement quelques années de conflit. Car en Europe, la France est toujours debout, malgré la perte de nombreux territoires. Une résilience qui empêche l'Italie d'entrer dans le conflit. Les Alliés ont enfin trouvé des contres à certaines Wunderwaffen, grâce à l'espionnage et au matériel capturé, et commencent graduellement à reprendre le contrôle des airs. Tout au long de l'année 1941, les premiers avions à réaction franco-anglais se sont mis à combattre. Chaque appareil perdu pour l'Allemagne devient progressivement irremplaçable, et le tout est très coûteux. La mise en place d'un missile V4 nécessite 1 millier d'hommes et des rails spéciaux. Un superchar comme le Maus est complètement irréparable et très difficile à maintenir. Tout cela a un coût énorme. Et le Reich semble sur le point de s'écrouler quand 2 Wunderwaffen en particulier vont sauver la mise à Hitler. D'abord, le révolutionnaire sous-marin Type 21, supérieur à n'importe quel appareil allié, qui entre en service dans ce scénario en 1942, et non en 1945. Et ensuite, et surtout, le fusil d'assaut STG-44, qui commence à équiper la plus grande partie des troupes en 1942. Une arme devenue peu chère à produire, mais qui donne un avantage énorme au niveau local. La combinaison de ces deux innovations va permettre à l'Allemagne de lancer une contre-offensive de la dernière chance, tandis que progressivement, les nouveaux U-boats Type 21 empêchent les renforts d'affluer en France, depuis l'Angleterre ou les USA. Et enfin, dans les airs, la mise en service progressive du Messerschmitt Me-263, le successeur du 262, et de nouveaux modèles de bombardiers à réaction reversent également la vapeur. Début 1943, suite à la contre-offensive, les Allemands atteignent Marseille. La guerre sur le continent est terminée. Alors sortons un peu de la narration. Comme j'ai tenté de vous le faire comprendre plus tôt, même avec toutes les Wunderwaffen du monde regroupées dans un programme commun, il n'aurait pas été possible pour l'Allemagne de rattraper la capacité de production des Alliés, des États-Unis, voire de l'Union soviétique, principalement à cause d'un manque de ressources. De plus, seuls quelques Wunderwaffen n'étaient pas une perte de temps et d'argent, comme le fusil d'assaut STG-44, les avions à réaction Messerschmitt et Junker, ou le U-boat Type 21. Ainsi, dans cette réalité, l'investissement massif d'Hitler dans les armes miracles aurait largement retardé la conquête de la France, à cause du manque d'investissement dans le reste de l'armée, mais aurait fini par porter ses fruits vers l'année 1943.
De là, l'issue de la guerre aurait dépendu de plusieurs choses, pouvant mener à plusieurs embranchements. D'une, qu'en est-il de l'implication d'autres pays, et plus particulièrement de l'Union soviétique? Le pacte germano-soviétique aurait-il inclus un échange de technologies ultramodernes? Hitler aurait-il tout de même déclaré la guerre à l'Est? Ou bien Staline, voyant l'Allemagne en difficulté, aurait-il pu en profiter pour l'envahir? Dans cette optique, on aurait pu avoir soit une alliance germano-soviétique de l'enfer, avec tout un tas de technologies très avancées et les ressources pour les construire, soit une guerre encore plus de l'enfer que l'Allemagne aurait fini par perdre. Il ne faut pas oublier que de nombreuses décisions de l'appareil nazi et d'Hitler en particulier étaient guidées par une idéologie qui faisait parfois fi des réalités. Donc dans ce cas, déclarer une guerre à l'Est alors qu'un front à l'Ouest est toujours ouvert en France pourrait être une des décisions prises par Hitler à un moment T. Mais si l'URSS n'est pas attaquée, reste neutre et fasse cesser les livraisons de matériel et de ressources au Reich, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, alors une autre question subsiste. Avec l'aide des Américains, je pense que l'Angleterre n'aurait pas pu être envahie par la mer. Par contre, les avions allemands auraient pu obtenir rapidement une supériorité aérienne relative au-dessus des îles britanniques, grâce aux nouvelles Wunderwaffen aériennes. Si Hitler ne déclare pas la guerre à Staline, un statu quo se mettrait en place à l'ouest, en attendant que la plus grande des Wunderwaffen soit développée par l'un ou l'autre des camps. J'ai nommé la bombe atomique, un domaine où les Allemands avaient un fort retard, ce qui pourrait changer dans ce scénario. Mais même avec le scénario le plus positif du monde pour l'Allemagne, celle-ci n'aurait pas pu gagner la guerre. Tout au plus, forcer une paix blanche avec les Alliés et se replier sur elle-même à l'intérieur d'un Reich ultra technologique, mais privé de ressources, entouré d'un côté par une Union soviétique hostile, et de l'autre par des alliés hostiles également. Ma conclusion est la suivante. Même si les nazis avaient réussi à produire toutes leurs Wunderwaffen plus tôt et en grande quantité, ils n'auraient jamais pu avoir la même capacité de production, les mêmes ressources, ni le même nombre d'hommes que le camp d'en face. On aurait donc eu une seconde guerre mondiale bien différente dans son déroulé et dans la nature de ses combats, mais avec une issue qui pour moi aurait été la même pour l'Allemagne. Moi c'est le plus probable. Se concentrer sur les armes miracles aurait même à mon avis précipité la chute du Reich en faisant diverger du temps, des hommes et des ressources vers ce domaine au détriment des plus importants. Donc oui, la production massive de Wunderwaffen aurait bien changé le cours de la guerre pour l'Allemagne nazie, mais en mal. Par contre, une chose est sûre, c'est que les bons technologiques après la guerre auraient été énormes. L'homme sur la Lune des 1950 aurait-ce été possible? Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Et si jamais vous voulez un scénario qui explore plus en détail les Wunderwaffen durant la Seconde Guerre mondiale, eh bien la BD du même nom est pour vous. C'est une très bonne série que je vous conseille. Je suis également maintenant sur Twitch, si vous voulez me rejoindre. N'hésitez pas à partager la cloche pouce bleu Nicking. Et en attendant, chers abonnés et spectateurs, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.